Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la SNE. Je suis aujourd'hui accompagnée de Mathieu Baudin, qui est directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, et Jean-Pierre Gou, qui est notamment écrivain, mais d'ailleurs toi aussi, Mathieu. Et on va vous parler aujourd'hui des imaginaires qui mobilisent. Alors on a découvert en préparant cette intervention que Mathieu et Jean-Pierre étaient amis. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter, mais en présentant votre ami. Du coup, Mathieu, peut-être que je peux te laisser commencer. Tellement je vais commencer. Donc moi, j'ai l'immense bonheur de vous présenter Jean-Pierre Gou. Bon, déjà, le Jean-Pierre Gou, il est mathématicien. Déjà, ça, dans les dîners mondains, on est toujours assez heureux d'avoir des mathématiciens. Il a reçu un prix, le prix SIAM, récompensant les affectations quadratiques. Ouais. On est bien? Ok. Et c'est là où le dîner devient complètement intéressant. Il est auteur depuis très longtemps, le genre d'auteur qui écrivait la nuit. Il a écrit 11 ans la nuit, un bouquin qui s'appelle Le siècle bleu, qui est une trilogie écologique sur la métamorphose du monde en 28 jours. Premier tome, 14 jours. Deuxième tome, 14 jours. Rien moins que ça. Puis il a continué, parce que dans ce roman-là, il parle d'une révolution bleue qui pourrait justement nous faire passer à autre chose. Et enfin, après 15 ans, il l'a écrit, ça s'appelle La Petite Princesse, tome 1. Et on en a parlé ce matin, il vient de finir le tome 2. Rien moins que ça. Et il est aussi le président de One Home, qui est une association incroyable qui veut donner l'overview effect, le sentiment extatique qu'ont les astronautes quand ils quittent l'attraction terrestre et qui sont dans un moment contemplatif par rapport à la Terre. Et en fait, ils reviennent un peu plus fragiles, un peu plus poètes, et ça transforme profondément la dimension humaine qu'ils portent intrinsèquement. Voilà qui est Jean-Pierre Gou. Merci. Alors, moi, j'ai la joie de vous présenter Mathieu Baudin, qui est historien et prospectiviste. C'est très rare d'avoir les deux qualités associées dans une même personne. C'est-à-dire que Mathieu, il a à la fois la profondeur du regard du passé de l'historien, mais aussi celui qui va chercher dans l'avenir les meilleurs augures qui pourraient nous arriver. Et il essaye de ramener ces deux choses-là dans le présent. Et de ces deux voyages dans le temps, il en a créé la nouvelle école d'Athènes, qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables, qu'il a créé avec d'autres en 2012, donc ça fait déjà 13 ans. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont suivi cette formation, qui n'est pas une formation, qui est un voyage dans le temps, dans les imaginaires, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et la promesse de l'absession de ces voyages, c'est d'ouvrir l'avenir pour libérer le présent. Et Mathieu, c'est vraiment un être unique. Il est aussi écrivain. Il a écrit un ouvrage qui donne toute la philosophie de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Et puis il a d'autres passions. En fait, il est fils d'instituteur et ça se ressent dans sa passion pour la pédagogie. Il a été aussi moniteur de colonies de vacances et ça se sent dans la manière d'accompagner les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'Institut des Futurs Souhaitables, vous participez à une colonie de vacances dans le futur et dans le passé. Et puis, il est aussi passionné de recherche de pièces anciennes et de généalogie. Donc, c'est un homme aux multiples passions. Voilà. Merci beaucoup pour la face cachée de Mathieu. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange un petit peu sur les nouveaux imaginaires ensemble et on prendra des questions à la fin de l'intervention, donc n'hésitez pas à les garder en tête. Peut-être, donc aujourd'hui, on a un fil rouge sur la SNE sur les futurs désirables et avec vous, on est ici pour parler des nouveaux imaginaires. Est-ce que pour débuter, vous pourriez nous expliquer ce qu'on entend derrière nouveaux imaginaires et dans quel contexte aujourd'hui ils peuvent exister? Alors, je peux commencer. Alors, le mot imaginaire véhicule des imaginaires différents. Donc, il y a plusieurs définitions, mais en général, les imaginaires, pour moi, c'est la couche un peu nuageuse qui existe entre nous et la réalité. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des symboles, des histoires que l'on raconte sur le monde pour pouvoir avoir prise sur le réel. Donc, et ce qu'on appelle nouveau imaginaire, c'est je dirais une volonté de créer un nouveau nuage entre nous et la réalité qui permette de lire l'époque et de préparer l'époque qui vient de manière à ce qu'elle ait un sens et qu'on puisse faire toujours société. Et donc les imaginaires évoluent constamment. Et donc ce qu'on appelle nouveau imaginaire, c'est des tentatives de toucher à cette couche qui est impalpable, immatérielle entre nous et la réalité.
Sur la question des nouveaux imaginaires, en fait, l'humanité, elle est une espèce fabulatrice. Yuval Harari nous l'a rappelé dans Sapiens. On se raconte des histoires depuis la nuit des temps avec une telle intensité qu'on transforme notre réalité de civilisation. La dernière grande histoire qu'on s'est racontée, à la fin du XVIIIe siècle, au zénith de la pensée des Lumières, c'est que les humains naissent libres et égaux en droit. Ça, c'était une histoire, on ne se la racontait pas avant pendant des centaines de milliers d'années. Structurellement, la société était inégale. À partir de ce moment où cette histoire, on la prend au sérieux, on la transforme, ça crée une civilisation et on est les enfants, les filles et les fils de ça. Donc en filigrane de cette belle journée ensemble et de l'époque, c'est quelle histoire on se raconte ensemble pour aller où dans l'étape d'après de notre civilisation. Et après, l'imaginaire, il est colonisé par le présent. Regardez comment, dès qu'on pense au futur, depuis les 50 dernières années, c'est toujours une érosion, le futur. Ça n'a pas toujours été comme ça. Dans le temps où a été construit ce beau bâtiment, la belle époque, certainement, ça sent un peu ça, on avait une idée que le progrès était nécessairement positif, que demain allait être nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, une partie de la question des nouveaux imaginaires, c'est comment on réhabilite l'avenir pour dire que demain sera profondément ce que l'on va en faire. Selon vous, on a besoin particulièrement des nouveaux imaginaires dans le contexte actuel. Comment est-ce qu'on peut les mobiliser aujourd'hui pour pouvoir se projeter dans un futur qui soit désirable, justement? Alors, il y a 1000 façons d'en concevoir et d'en projeter. Moi, dans mon cas, je le fais de deux manières différentes. Une avec les romans, qui sont un vecteur à la fois de création et de diffusion d'imaginaire, et l'expérience One Home. Et je vais essayer de parler des deux. Le roman, pour moi, ça a toujours été un outil très particulier parce que c'est un support qui est en fait, on va dire, inerte et qui devient vivant à partir du moment où on pose son regard dessus. Les lettres deviennent des mondes, les personnages deviennent réels et vous projetez directement quelqu'un. C'est la réalité virtuelle bien avant qu'elle soit inventée et vous avez 10 heures comme ça de lien entre une personne et vos mots pour les projeter dans un imaginaire. Et moi, j'essaye de concevoir des imaginaires sur l'écologie où je raconte une transition écologique qui marche, mais aussi avec toutes les difficultés vont avoir ces personnages, une utopie qui soit réaliste. Donc moi, je revendique ça. Donc ce n'est pas des utopies qui ont lieu sur d'autres planètes, dans d'autres époques. Ça a lieu ici et maintenant, mais c'est un maintenant flou. L'idée, c'est que ça puisse rester un maintenant dans 10 ans. Moi, j'ai écrit des romans il y a 10 ans, Siècle bleu. Ils sont encore d'actualité parce que justement, ils ont essayé de ne pas coller avec l'actualité. Et donc, il y a tout un art pour que ça ressemble à aujourd'hui, mais que ça soit différent d'aujourd'hui. Et ma volonté, c'est de mettre les gens en situation qui s'identifient aux héros et qu'ils aient l'impression en vivant cette histoire que la transition écologique est possible, quoi. Et ça leur donne envie de s'engager pour avoir une part des héros qu'ils ont aimés, de dire moi aussi je peux le faire. Et moi j'aime bien avoir des héros ordinaires plutôt que des héros extraordinaires, même si avec le temps ils deviennent un peu extraordinaires. Mais au départ c'est vous et moi, quoi, ces héros-là. Et voilà. Et l'imaginaire dans lequel j'essaie d'aller, tu parlais de ce premier article de la Déclaration des droits de l'homme sur le fait de naître libre et égaux en droit. Dans la Révolution bleue, moi j'essaye de faire naître l'idée que l'humanité en fait est un collectif. C'est-à-dire que tous là ici, on n'est pas séparés, on est les cellules d'un même corps, d'un immense corps qui serait l'humanité. Et ça va plus loin que la fraternité, c'est l'idée qu'on est une humanité multicellulaire et toi, c'est moi avec une autre vie. Et cette idée qu'on est un même tout et que ce tout, l'humanité, puisse être un organe de la biosphère et que la biosphère est un être vivant, ça c'est aussi ce que j'essaye de faire avec le projet One Home. C'est-à-dire c'est pas juste montrer de la Terre depuis l'espace, c'est montrer la créature à laquelle on appartient. Joël de Ronet, qui a préfacé ton livre, il avait un mot magnifique qu'il avait inventé, c'était le mot de macroscope. C'est-à-dire, si on veut voir la Terre à laquelle on appartient, c'est comme si une cellule de votre foie devait vous voir vous. Il faut pouvoir aller à l'extérieur pour le regarder de l'extérieur. Et en fait, One Home, c'est un macroscope pour voir Gaïa qui est ça. Et donc, dans le roman, les héros vont petit à petit faire cette expérience d'appartenir à une humanité multicellulaire qui est à l'intérieur de la biosphère. Et ça peut être un changement de regard. Si on habite le monde de cette manière-là, en fait, la transition écologique devient inévidente. Et aujourd'hui, justement, les imaginaires que l'on a, c'est-à-dire notre rapport au monde, ne permettent pas facilement ce rapport-là, puisque en fait, les individus sont séparés, l'humanité et la nature sont séparées, on n'est pas à l'intérieur. Et donc, les imaginaires peuvent remettre les choses en place pour que finalement, tout soit plus facile après.
Dans cet imaginaire, en l'occurrence, il y a un lien important à la reconnexion aux autres, à la reconnexion à la nature, Exactement. qui est peut-être pas la plus évidente dans nos modes de vie où on travaille. On peut être dans des milieux urbains. Exactement. Et dans 10 ans, on aura peut-être cet imaginaire-là ou un autre imaginaire qui nous permettra de vivre en harmonie avec la nature. Et on rira du fait qu'avant, on avait un imaginaire qui soit autre. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, on a du mal à concevoir qu'on puisse avoir de l'esclavage, son esclave, etc. Donc les imaginaires changent avec le temps. Alors, c'est pas le plus évident, cet imaginaire, mais c'est le plus salutaire. On commence à le sentir quand même. On commence à sentir que si on ne change pas, en fait, on a une impasse tragique qui nous attend. Ça fait longtemps qu'on le dit, là, on commence à le ressentir. Donc, en fait, la finalité des nouveaux imaginaires, comme d'imaginer l'avenir, la prospective, c'est le mouvement. C'est comment on arrive à faire bouger les gens. Et donc, quand vous avez le temps pour imaginer l'avenir, les prospectivistes, ils proposent plein de scénarios. Il y a un scénario tendanciel, vous prenez l'existant et vous tirez justement à plus grand que vous. Vous avez les scénarios noirs, vous faites un scénario catastrophe qui est un scénario cathartique. En gros, ça vous montre là où il ne faut pas aller, mais quand même, ça crée une invitation au mouvement en évitant les écueils. Vous avez les scénarios de rupture, vous essayez de détecter ici des petits faits porteurs d'avenir qui, s'ils passent à l'échelle, ça change tout. L'énergie de fusion sur Terre, qu'on le fasse à Cadarache, en Corée du Sud, dans un tacomac soviétique qui est encore proche de Moscou ou aux États-Unis, ça peut changer la donne. Et le scénario souhaitable, à la différence des trois premiers, les trois premiers partent du présent, tirent des courbes. Le scénario souhaitable, il va dans le futur, le temps d'une expérience de pensée, il voit ce qui est fait, ce que ça a changé. Et en fait, il part de votre désir d'avenir. Très bon slogan politique, c'est quelqu'un voudrait le remettre au goût du jour. Et une fois le désir affirmé en vous, vous êtes honnête par rapport à ce que vous voulez, on a le plaisir de converser ensemble et on s'aperçoit d'un truc incroyable. On est tous uniques biologiquement, c'est vrai. On n'est peut-être pas si singulier que ça. On rêve un peu tous d'un même futur dans lequel on aimerait être ensemble. En gros, quelle que soit la civilisation de départ, quand on prend le temps du temps, qu'on le comprend, on va vers une société plus équilibrée dans le rapport humanité-nature, une société qui repense la richesse. Qu'est-ce qui fait vraiment richesse ? Qui repense le temps et qui repense le vivre ensemble avec plus grand que soi-même, avec la biosphère. Donc une fois que vous avez fait ça, vous parlez du désir. Patrick Vivray le dit, bien étymologiquement, le désir, c'est l'inverse de la sidération. Et donc, en prenant ça, vous essayez de reculer, vous arrivez à ici et maintenant, et si vous l'avez bien fait, vous avez un cap stratégique qui vous meut vers un horizon souhaitable, qui est l'autre manière de voyager quand vous êtes exploratrice ou explorateur. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le narratif qui est autour des nouveaux imaginaires ? On en avait un petit peu parlé ensemble lors de la préparation et là on sent déjà dans ces échanges qu'il y a des mots qui reviennent ou il y a en tout cas des champs sémantiques qui reviennent. Il y a la connexion, il y a le temps long, il y a le futur. Pour vous, quelle est la place des narratifs ? Est-ce qu'il y a des mots forts qui peuvent nous aider à nous projeter dans la transition ? Je te laisse commencer si tu veux. Déjà, le mot narratif, il n'existait pas avant il y a 10 ans. On avait des récits, on avait des histoires. Nous, en français, on est riche de plein de... Le narratif, ça vient des États-Unis, pour le coup. Et on sent bien qu'il y a une dimension politique, en plus, dans le narratif. C'est-à-dire que les mots, on savait qu'ils étaient des fenêtres ou des portes. Le narratif nous induit des bifurcations. Si on dit en boucle que demain est une érosion, sur tous les plateaux TV, avec tous les partis politiques, il est fort à parier qu'on va contribuer à ce scénario. L'inverse est vrai aussi. Si demain on dit que c'est une grande aventure, qu'on n'est pas en crise, parce qu'une crise de 40 ans, excusez-moi, mais ça fait un peu trop long pour une crise. Moi je suis un enfant des 30 rugueuses, j'ai connu que ça. Quand j'ai 40 ans, on met en quarantaine, c'est bon. Au bout de 3 générations, c'est une transmutation, c'est une transformation. Si on dit qu'on est dans une nouvelle renaissance, qu'il y a tout à minima à repenser, qu'on a tous besoin des uns des autres pour essayer d'aller vers un demain qui serait un peu plus équilibré, ça donne un élan que simplement le fait de crise et d'érosion ne donne pas. C'est pour ça qu'il y a un combat des imaginaires. Il y a même un combat des mots. Regardez sur un plateau télé ou un plateau comme ça, comment on peut parler du pouvoir d'achat des familles, alors qu'avant on parlait du niveau de vie des familles. Le niveau de vie, c'était autre chose que simplement le fait d'acheter. Eh bien, les mots sont colonisés par celles et ceux qui veulent nous emmener dans une destination. Eh bien, moi, j'ai une invitation, créer des nouveaux mots pour des nouvelles réalités. Jeanne Hénin le fait très bien. Et moi, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a donné le mot de radicalme. Soyons radicalmes dans notre envie de transformer profondément ici et maintenant. Alors sur la question du narratif, moi c'est une question qui m'obsède. Et au départ, quand moi j'ai commencé à écrire des romans, je n'avais pas nécessairement, on va dire, intellectualisé la chose. Mais en fait, quand on regarde ce qu'est un être humain,
on est un ensemble de 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être vous et qui se racontent une histoire sur vous-même. Vous n'êtes pas autre chose, quoi. Et toi, ton histoire que tu te racontes sur toi-même, historien prospectiviste, tu as choisi des choses dans ta vie qui avaient un sens pour toi et c'est la manière dont tu te racontes, c'est la manière dont tu te définis au monde. Donc en fait, tous les humains sont une histoire et cette histoire, elle s'enrichit des histoires des autres et des histoires des imaginaires. Et si on veut arriver à changer le monde, très souvent on pense à le changer matériellement, on va rajouter des éoliennes, on va rajouter des panneaux solaires, enfin faire de la décarbonation, enfin des choses que vous faites ici à la BPI, mais on ne pense pas toujours à repenser l'histoire qui faciliterait justement le déploiement de ces choses. Et il y a dans les histoires, on va dire un peu une hiérarchie, et je me suis mis à m'intéresser à des histoires très particulières qui sont les mythes. Et les mythes, ce sont des histoires qui essayent de revisiter l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes collectivement. Qui sommes-nous en tant qu'humanité? Et elle revisite 3 questions. Qui sommes-nous? Enfin, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Et selon les réponses à ces questions, en fait, vous arrivez à créer la société athénienne, vous arrivez à créer la société de la Renaissance, la société des Lumières, la société d'aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on a une crise à la fois narrative, une crise d'imaginaire, une crise onirique de rêve, mais on a même une crise mythologique, c'est-à-dire on n'a pas un nouveau mythe. L'humanité a tellement évolué qu'on ne sait plus qui nous sommes, et on ne sait pas où on va. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire dans la Révolution bleue avec le concept d'Homo Bioceris, c'est-à-dire de se dire que l'humanité, en fait, on hérite de l'évolution de toutes les espèces qui nous ont précédés, vivantes, mais même inertes. On est fait de particules. Tous les protons qui composent votre corps ont le même âge que l'univers. Donc parfois, si vous avez le sentiment de vieillir, dites-vous que tous les protons dans votre corps ont 13,8 milliards d'années et que là, ici, on a tous 13,8 milliards d'années. Et de se représenter l'humanité dans ce flot de l'évolution, ça change complètement le regard sur les choses et donc il faut pouvoir dire vers où on atterrit. Et c'est cette idée d'homo biosphéris que je développe où l'humanité pourrait former un collectif qui aurait des missions vis-à-vis de la biosphère. Ça, c'est quelque chose qui peut changer les choses et ce nouveau mythe, si on l'intègre, il nous permettra de résoudre une grande partie des problèmes que l'on a aujourd'hui. Justement, là on parle de mots, on parle de récits, de narratifs. Comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer sur ces imaginaires pour qu'ils deviennent des vecteurs de mobilisation de façon plus globale? Comment est-ce qu'on rend ça concret? C'est peut-être pas le bon terme, mais comment est-ce qu'on ouvre les portes des nouveaux imaginaires à plus de gens pour que ça mobilise davantage, pour que transition se fasse? Je réfléchis parce qu'à mon avis, il y a 2 questions dans la question des imaginaires. C'est la question qui nous permet de nous transcender. Et les manières de transcender, il y a autant de manières que de gens pour le faire en fonction de là où ils sont, de la potentialité de temps qu'ils ont pour le faire. Réfléchis encore. Voici la question. Non, donc les imaginaires mobilisateurs aujourd'hui, sur la transition, il y a la question déjà de rendre cette transition désirable, c'est-à-dire le choix des mots. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des mots comme décroissance ou des mots comme sobriété. Ce sont des mots qui, même s'ils sont nécessaires, qu'on doit aller vers ça, le mot, pour une certaine partie de la population, est un frein à la désirabilité de cette chose-là. Donc on a inventé des mots valises comme développement durable, comme ça tout le monde s'y retrouve. Et la réalité, c'est que le concept étant flou, on sait plus, on a fait de la durabilité et du développement, mais globalement, on n'a pas fait du développement durable. Et aujourd'hui, il y a vraiment, je dirais, avant même de raconter des imaginaires, un besoin de concept. Et une fois qu'on a des concepts qui sont forts, et par exemple le concept de développement durable était un mauvais concept puisque c'était une sorte d'oxymore qui n'a pas livré ce qu'elle devait livrer. Et aujourd'hui, on a besoin de concepts et c'était Aristote qui avait conceptualisé le concept de concept et qui est une idée qui s'auto-déploie. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Il y a besoin après de construire les imaginaires qui sont là-dessus. Mais admettons qu'on ait un certain nombre de concepts, la décarbonation en étant un, c'est de raconter l'histoire et de raconter l'histoire, comme le disait Mathieu, une fois qu'on a réussi, pour se dire ce monde-là, il serait justement une version beaucoup plus belle
de notre présent, c'est-à-dire que ça serait un futur qui nous donne envie d'y aller. Et une fois qu'on a un soleil qui brille, on a envie d'aller vers cette chose-là. Donc peindre, décrire l'arrivée, c'est très important et ça peut donner envie de créer des chemins. Et moi, je m'intéresse aux deux, c'est-à-dire à la fois de peindre l'arrivée dans les romans, mais aussi de décrire le chemin, parce que les chemins, il y a des embûches, mais c'est aussi des chemins initiatiques dans lesquels on peut se découvrir, vivre des aventures. Et donc, raconter le chemin, pour moi, c'est aussi important que de raconter l'arrivée. C'est comme ça qu'on peut mobiliser, parce que sur l'arrivée, si c'est tellement beau et lointain et qu'on se dit mais moi je ne sais pas comment je peux arriver dans ce monde utopique où tous les bâtiments sont biodégradables, où toute l'énergie est renouvelable, si on n'arrive pas à voir cette différence, ça peut être bloquant. Et si on commence à tracer des chemins entre les deux, là ça peut activer les gens et on peut activer les imaginaires. Et donc quand on voit des films, quand on voit des romans ou des pièces de théâtre ou n'importe quel support, on va dire culturel, qui peint ces chemins ou qui peint ce futur, là, on active des potentiels de désirabilité, des volontés d'engagement et de se dire, en fait, si je marche dans cette direction, je contribue à faire évoluer le monde dans cette direction. Et plus on est nombreux à marcher, plus la probabilité pour que ce chemin se réalise augmente. J'ai retrouvé mes esprits. En prospective, il y a un constat triste que je vous partage, ça nous fera gagner tous du temps. C'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Ils le savent, les gouvernements, ils le savent, les chefs d'entreprise, on le sait même nous-mêmes à l'échelle de nos vies. Il y a autre chose qui nous fait nous bouger. Et donc la finalité des imaginaires, de la prospective, de tout ce qu'on va entreprendre, c'est de faire. Pourquoi ? Parce que les psys nous le disent, c'est la seule manière pour sortir de la dépression, c'est de faire quelque chose. La vertu du faire, c'est qu'on reprend la destinée. Aussi petit soit la destinée, la vertu du faire, c'est qu'on a envie de faire encore et de faire ensemble. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aller où ? C'est là où les imaginaires sont des vigies, sont des horizons. Nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Donc c'est de ça dont on a besoin avec les imaginaires. Mais une fois fait, il va falloir entreprendre des chemins et entreprendre des choses à faire. On a le cul entre deux siècles, dit le rappeur Lord Esperanza. Je trouve ça génial. Boucheron, il le dit autrement, on est dans un entretemps. On est en nouvelle renaissance, mais la différence des renaissantes et des renaissants, on en a conscience. Et donc on peut choisir en conscience qu'est-ce qu'on va faire du reste de notre vie pour alimenter quel monde qu'on va faire advenir ensemble. Ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui font. Vous pouvez changer votre relation à la mobilité, votre relation à l'altérité, votre relation aux vieux, aux anciens, aux sages, aux petits, aux jeunes. Essayez de voir à côté de vous, il y a certainement des gens qui sont peut-être même un peu en souffrance parce qu'ils se sentent isolés. C'est peut-être le temps, avec humilité, d'aller les voir et de leur dire merci d'exister. Tu n'es pas anormal, tu es extraordinaire, ce qui est exactement la même chose, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. Merci beaucoup à tous les deux. On a quelques minutes. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Jean-Pierre ou Mathieu, n'hésitez pas. Ouais, ça va là. Merci beaucoup. Vous m'entendez là ? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup pour votre discussion. J'aimerais savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut nous aider à créer des nouveaux imaginaires. Donc, comment l'intelligence artificielle s'articule avec cette idée de création de nouveaux imaginaires en fait. Alors, elle a plein de... Bon, déjà, la vitesse à laquelle les choses évoluent, la réponse ne sera peut-être pas la même dans 6 mois. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour construire des publicités, construire donc des histoires que les entreprises racontent. Et là-dessus, on peut arriver à fabriquer des images ou des films qui ont un pouvoir, je dirais, d'influence qui est majeur. Donc, elles peuvent aider à matérialiser des idées qu'on a, mais aussi à en proposer. Je pense que d'ici 1 an, les IA seront capables d'écrire des romans et peut-être même d'écrire des scénarios de films et de les créer à la demande. Donc on va dans un monde dans lequel les productions culturelles, ce monde symbolique, va être colonisé par des intelligences artificielles pour le meilleur et pour le pire. Et donc c'est comme dans tout, il faut plutôt voir ça comme une chance pour essayer de faire que ça soit des imaginaires de transformation qui nous mènent dans un monde qui soit souhaitable plutôt qu'un monde qui se dépérisse. Mais la puissance de ces IA risque de créer un nouvel acteur culturel majeur
et c'est déjà le cas. Pour l'instant, il est en outil, mais demain, il sera en agent ou en proposition. Donc, ça pose un certain nombre de questions qui sont fascinantes et effrayantes à la fois. Mais de se dire qu'on est à une époque où on a vectorisé, là je prends ma casquette de mathématicien, l'ensemble du savoir humain, qu'on peut l'interroger et qu'il est capable de faire force de proposition, ça peut être incroyable. Et il pourra y avoir même à des moments des nouvelles créations d'imaginaire, c'est-à-dire des choses auxquelles on n'a pas pensé, qui pourraient justement être des imaginaires qui permettent à l'humanité, à ces IA de vivre ensemble, mais surtout à l'humanité de perdurer. Donc je pense que c'est quelque chose de majeur et on n'est qu'au début de cette transformation culturelle. Il va falloir apprendre à vivre avec ces nouvelles entités. Moi, je pense que Diderot d'Alembert, ils auraient kiffé l'IA. Ils auraient plié l'encyclopédie en 10 mois. Ce serait traduit en 156 langues simultanément. On aurait des articles de chamans tibétaines, de champignons magiques dont ils n'avaient pas accès. Et on pourrait en parler, en converser. On pourrait se faire des controverses ici sur telle ou telle chose avec des scientifiques népalais dont on n'avait pas accès. Donc je pense que l'IA, ça peut sublimer aussi ce que l'humanité a de meilleur. C'était le vieux rêve de François Tadei qui voulait mettre dans une entité supérieure, elle n'avait pas encore le nom d'IA, où Joël de René il parlait d'un sybionte, de quelque chose qui serait le réceptacle de ce qu'on a fait de mieux depuis notre venue sur Terre. En toutes les traditions de sagesse, elle pourrait peut-être d'être le copilote de notre humanité, pour reprendre un peu le bon mot de Microsoft. Et force est de constater que de manière biologique, sans rien, on va quand même dans une impasse, on n'arrive pas à se parler. Donc il va falloir quand même qu'on soit aidé pour aller dans un endroit autrement que celui qui nous est annoncé. Donc ça peut être aussi ça, l'IA. Et moi, si je puis prendre une minute, j'aimerais vous partager un Eureka que j'ai eu. L'Eureka, il y a un avant et un après, c'est une rencontre, c'est une lecture, c'est un chiffre. Moi, j'ai eu un Eureka récent avec un alchimiste opératif, donc il est physicien, Patrick Burenstenas, que j'ai reçu dans mon podcast qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons », où je converse pendant 42 minutes avec des gens en qui j'ai confiance. Et vous savez, dans l'alchimie, il y a 3 couleurs, le noir, le blanc, le rouge. L'œuvre noire de Yourcenar, c'est le chaos. L'œuvre blanc, c'est l'équilibre. Et l'œuvre rouge, c'est l'harmonie. C'est ce que raconte notamment dans ses livres la finalité. C'est l'imaginaire final. Et il dit, on a d'autres choix que de traverser le chaos. On a le choix que de l'énergie pour traverser le chaos. L'énergie de vie ou énergie de mort. Ce que dit Attali, ce que dit Vivray, ce que disent, c'est un peu la raison d'être. Vous questionne de quel côté de l'énergie vous voulez être. Vous voulez contribuer à la vie ou à la mort. Par contre, il m'a fait un cadeau pour passer du noir au blanc. Il dit ceci, il faut séparer le subtil de l'épais. Ben, je vous laisse avec ça, parce que dans le monde des médias, je vois très bien ce que ça veut dire. Dans le monde politique, je vois très bien ce que ça veut dire. Peut-être que dans le monde de l'entreprise, c'est aussi plaisant de l'écouter. Séparer le subtil de l'épais. Est-ce que vous avez une autre question dans le public ? Il y a une question ici. Bonjour. Oui, c'est bon, ça marche. Bonjour et merci. Oui, c'est bon. Ça me parle beaucoup tout ce que vous avez partagé. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions de transition écologique et sociale aussi. Et j'ai un mari artiste, donc c'est des questions dont on débat souvent. Plus j'avance en âge, plus je me rends compte qu'il y a des conflits en fait et des imaginaires qui s'opposent potentiellement parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de valeurs, parce qu'on vient pas tous, on n'a pas tous vécu les mêmes parcours de vie. Quand on se projette à l'échelle mondiale, notre imaginaire est peut-être incompatible avec celui d'autres personnes sur Terre. Et je me demande si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour concilier nos imaginaires et notre futur désirable ? Surtout à une heure où moi j'ai le sentiment que tous les médias de masse sont quand même largement préemptés, que ce soit les réseaux sociaux, l'IA, la télé, etc., par des milliardaires qui n'ont pas forcément la même vision du futur que ce qu'on peut partager ici. Il y a une bataille des imaginaires et il y a toujours eu des batailles des imaginaires, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des vecteurs pour ces imaginaires extrêmement forts qui vont activer, je dirais, des ressentis très profonds chez les individus, donc des réactions immédiates. Donc on est beaucoup sur l'immédiateté et sur des imaginaires de réaction. Mais à la fois, on a des imaginaires qui sont très profonds et qui vivent dans d'autres sphères. Vous parlez des médias de masse,
Moi, je vois le développement des podcasts, qui est vraiment le média du temps long, le média de la conversation, le média où on va avoir le temps pendant 42 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie d'aller au fond de la pensée de quelqu'un. Et je pense que dans cette époque, le plus important, c'est l'écoute, la confiance et d'arriver à faire des synthèses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que deux imaginaires ne se ressemblent pas que l'un des deux doit mourir. Il faut pouvoir s'écouter. L'Institut des futurs souhaitables est spécialiste de la controverse. Tu pourras peut-être en dire quelques mots. Mais cet art de pouvoir débattre, de trouver des points communs, Patrick Vivray, il appelait ça des désaccords féconds. Je pense que c'est ça qui fera que les imaginaires se composent. Et je ne pense pas que ça soit une bonne chose qu'il n'y ait qu'un imaginaire. Et le fait qu'il y ait plusieurs imaginaires, ça pousse les imaginaires à s'affiner, à s'enrichir, à résister, à se déployer autrement. Dans 100 ans, dans 500 ans, je souhaite qu'il y ait encore ça et qu'il n'y ait pas un seul imaginaire. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui ont envie d'imposer une seule vision du monde. Mais comme ils sont plusieurs, on n'y arrive pas et on voit bien que les populations résistent. Donc on est dans ce temps où on voit bien que dans ce chaos, il y a plusieurs manières d'organiser le monde. Soit c'est une seule personne qui dirige tout et on vit dans une dictature. Donc ça serait, on va dire, une forme d'unité sans diversité. On voit qu'il y a aussi une façon de s'organiser qui est très anarchique, dans lequel chacun fait ce qu'il veut, mais là, on n'a plus d'unité. Et moi, ce que je recherche dans mes livres, c'est l'unité dans la diversité, c'est-à-dire avoir une multitude de points de vue, qu'on fasse un avec des principes simples et que tout ça puisse évoluer, c'est-à-dire que ces principes ne soient pas non plus ancrés dans le temps, c'est-à-dire si dans 5 ans, il y a des meilleurs principes, il faut qu'on puisse les changer. Et c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à ça, c'est-à-dire que la tentation, voilà, c'est soit l'anarchie, soit la dictature, et entre les deux, pour moi, il y a une troisième voie que j'appelle la révolution bleue, et qui pourrait faire la synthèse des imaginaires, et je crois à cette question de synthèse. C'est bien de se rappeler qu'unis dans la diversité, je crois que c'est la devise de l'Europe, donc c'est toujours bien de se rappeler que c'était un projet politique qui reprend force et vigueur, en tout cas qui reprend une actualité certaine. Moi, je pense que les pluriels, c'est important. Parce que ça va peut-être éviter au XXIe siècle de flinguer comme le XXe siècle s'est flingué en affrontant des uniques. Et donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des imaginaires au pluriel en fonction de là où on est, là d'où on part. Mais moi, après 25 ans de pratique, j'ai une confiance qu'en prenant le temps pour comprendre le temps, et à mon avis, il est urgent de prendre le temps, quelle que soit l'obédience de départ, on arrive à converger ensemble. Moi, en philosophie, je n'ai jamais compris ce qu'était une vérité, mais les convergences, je sais les apprécier. À Porto Novo, au Bénin, à Rio de Janeiro, à Jakarta, il y a des gens qui se posent les mêmes questions que nous, et en fonction de leur tradition, qui vont sensiblement dans un monde où a été pensée la richesse, a été repensé l'équilibre, et l'humanité nature a été... D'ailleurs, regardez comment les peuples à tradition de sagesse, qu'on appelait indigènes, voire folkloriques, reviennent des peuples racines qui sont dans les discussions mondiales pour nous éclairer sur le rapport humanité-nature. En fait, c'est extrêmement inclusif le futur dans lequel on est en train d'aller parce qu'on aura besoin de tout le monde, y compris de toutes les sagesses qu'on n'a pas vues parce qu'on a eu un moment hégémonique plutôt occidental, plutôt même anglo-saxon, qui est en train de se fermer. L'époque est en train de se fermer, on est en train d'entrer dans une autre époque qu'on peut nommer en conscience, et ça, c'est intéressant. Et moi, j'avais noté 2 choses. 1, prendre le temps. Il est urgent de prendre le temps. Et 2, la controverse, réhabiliter cette vieille art de la dispute pour partager nos désaccords, parce que partager nos désaccords, c'est déjà une forme d'empathie. Et je trouve que retrouver le goût de la conversation sur la destination, c'est un goût salutaire autant que poétique. On a de la chance, comme il est urgent de prendre le temps, on nous accorde 10 minutes de plus. Donc on peut prendre encore une question. Tu continues à dire ça, Mathieu, comme ça on reste là toute la journée. Cadeau de temps. Très bien. S'il n'y en a pas dans l'Assemblée, moi j'en ai une. Ouais. C'est comment est-ce qu'on fait en tant qu'individu pour redevenir un petit peu rêveur? Parce que là, on est quand même dans des sujets où on se projette, où on essaie d'imaginer un futur ensemble. Ça peut être compliqué selon le mode de vie, selon justement la vie qui va vite. Comment est-ce qu'on fait pour faire quelque chose qu'on arrive très bien à faire enfant, c'est-à-dire rêver, se projeter, être content? Comment on arrive à se rattacher à cette part de nous? Alors le sujet des rêves, c'est le sujet de mon prochain roman qui sort en août, qui s'appellera La clé des songes.
Et la notion de rêve, effectivement, c'est quelque chose qui est lié à l'enfance, parce que je pense qu'on est chacun un peu unique. Et il y a une vibration qu'on a, qui est peut-être la vibration de notre âme, en tout cas la vibration de qui on est. Et cette vibration, si on l'écoute, et ça passe par le cœur, en fait, les rêves, ça peut nous donner, à un niveau individuel, une idée de ce qu'on aimerait réaliser et ce qui ferait qu'on a accompli notre mission sur Terre. Et avec le temps, les études, le conformisme, on oublie un peu nos rêves et on oublie cette capacité à se reconnecter à ce qu'on pourrait amener de meilleur au monde. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire que la réalité ne sont que des rêves réalisés. Ce micro, il y a une personne ou un groupe de personnes qui a décidé de monter une entreprise qui allait fabriquer des micros. Ils sont allés au bout de leurs rêves et c'est parce qu'ils ont réalisé leur rêve que ce micro est là. Pareil pour cette table, pareil pour ce pull. Et de retrouver notre capacité à rêver et de s'entraider pour réaliser nos rêves, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. On ne s'autorise plus à rêver. Même le mot de rêve, il peut avoir une connotation négative. Tu es un rêveur, quoi. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas ancré dans la réalité. Mais pour moi, un rêveur, c'est aussi un visionnaire. C'est aussi quelqu'un qui va enrichir le futur. Et on devrait réhabiliter le rêveur. Moi, je sais que quand j'étais petit, on me disait toujours « tu es en train de rêvasser mais j'en ai fait mon métier. On est entouré de beaucoup de rêveurs autour de nous qui ont des projets très particuliers, qui ont des projets très singuliers, où c'est pas que ces projets ils sont mieux ou moins bien que d'autres, mais on sait qu'il n'y a que cette personne, parce qu'on est dans son unicité, qui est capable de faire ça. Et pour moi, le rêve, c'est ça, c'est d'aller retrouver en soi une vibration et une capacité à faire qui ne peut être fait que par soi. Et c'est comme ça qu'on peut être dans un état de flow et enrichir le monde. Donc ça, ce sont les rêves individuels. Après, il y a les rêves collectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que collectivement rêverait de faire la ville de Lille, la France, le monde. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'interroger. Et les groupes aussi, une entreprise, le fait de faire un business plan à 5 ans, c'est une certaine façon de projeter le futur à partir de maintenant. Mais ça serait quoi son grand rêve? Qu'est-ce qui rendrait fier ce collectif? Quelle serait la vision pour ce collectif d'humains qui est une entreprise qui ferait que s'ils le réalisent, ils raconteront cette histoire à leurs petits-enfants et c'est la dernière chose dont ils se rappelleront sur leur chemin de mort. Et se retrouver cette faculté à rêver, ça veut dire oublier en fait tout ce qu'on nous dit qui est impossible, de visualiser tellement l'arrivée que finalement vous allez trouver les ressorts individuels pour y arriver, mais surtout trouver les alliés qui vous permettront d'avoir ça. Et retrouver notre capacité onirique, c'est absolument majeur dans l'époque qu'on traverse. Merci pour ça. Merci aussi de tout ce que tu écris qui nous permet justement de ne pas se sentir seul à rêver. Parce qu'encore une fois, on n'est pas des anomalies du système. Être mal adapté, de ne pas se sentir bien adapté à une société malade, c'est plutôt sain. Donc ça aussi, c'est un changement de regard. Mais moi, je vous invite à venir visiter mon cabinet de curiosité du futur. J'ai réalisé un de mes rêves il y a 25 ans. Donc, puisqu'on est dans une nouvelle renaissance, moi, j'ai créé, avec d'autres, avec l'ENSI, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, un cabinet de curiosité du futur, cet endroit secret, sacré qui sécrète, pour le coup. Et c'est un moment hors temps où le temps d'une expérience de pensée, on touche le c'est fait et voilà comment ça a changé et qu'est-ce que ça a changé. Et en faisant ça, on remet au goût du jour quelque chose que l'humanité a oublié. Ça sera aussi un eureka que j'aimerais vous partager. C'est l'osium. L'osium, c'est quelque chose dont on a eu trace dans l'Antiquité à un tel point que ça a été pensé en même temps que la philosophie, que la démocratie. L'osium, c'est un temps qu'on s'accorde à soi pour être curieux, pour construire son esprit critique, pour se construire soi-même avant de s'insérer dans la société qui est l'ensemble harmonique de toutes celles et ceux qui se sont construits. Or, on a oublié l'osium. L'osium, c'est romain. Et pourtant, on a encore trace quand on dit quelque chose qui nous est très important, ce n'est pas négociable. Mais le négoce, c'est la négation de l'osium. Comme si les valeurs de marché ont été travaillées, elles se sont épanouies sur le fait de prendre cet espace de liberté, ce temps de cerveau disponible pour se construire. Eh bien, retrouver le goût de l'osium pour se construire à nouveau afin de s'insérer dans une société plus équilibrée. La curiosité, pour moi, est devenue un synonyme de liberté.
Un grand merci à tous les deux pour vos échanges. Jean-Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Merci vraiment à vous deux. Et on va continuer à parler de futurs désirables tout au long de cette journée sur la SNE. Donc je vous invite à rester, à regarder les autres interventions. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.